J'ai acheté et j'ai reçu pas mal de choses, l'occasion de faire un book haul. Je vais commencer comme d'habitude par les services presse. J'ai reçu peu de romans à proprement parler. J'ai beaucoup plus de graphiques. Est-ce que j'ai des romans graphiques? Parce que c'était mon interrogation. Mais je ne pense pas. Je crois qu'on est seulement sur de la BD. Mais j'ai reçu 2 coffrets qui sont assez imposants et que je vais vous montrer de ce pas. Le premier, c'est celui-ci. Donc c'est Albin Michel qui me l'a envoyé. La BD qui n'a pas froid aux yeux. Le slogan. Slogan qui fait référence à la BD que je vous montre de suite, qui est donc Lily Ghost, le miroir aux 1000 visages. Donc une BD jeunesse qui met en scène Jérémy qui déménage chaque année avec ses parents, et cette année il va cohabiter avec Lily, à qui il arrive tout un tas d'aventures assez loufoques, voilà, donc ça a l'air très mignon. C'est une BD, je pense, qui peut s'adresser aux tout petits. Elle est sublime et l'intérieur du coffret l'est aussi. Je vais continuer à vous montrer les petits produits dérivés qui se trouvaient à l'intérieur. Bon, il y avait un petit stickers comme ceci qui reprenait l'univers de Cléo, donc la BD. Un tote, alors non, c'est pas un tote bag, un sac à dos avec Cléo. Une petite pochette, j'avais hâte de vous la présenter parce que j'ai vraiment besoin de pochette pour la rentrée scolaire. Je n'en ai jamais assez, donc c'est parfait, dimension parfaite et tout ce que vous voulez, donc je la mets de côté tout de suite. Ensuite, des tatouages, voilà, qui sont mignons, mais voilà, que je ne vais pas mettre, clairement, ça n'irait pas. Des autocollants, voilà, donc toujours sur l'univers de Cléo. Un petit carnet jeux et activités qui, je pense, aurait été parfait pour des enfants cet été, qui est très mignon, vraiment. Cette falaise me fait penser à Pogno, donc, et aussi à la maison au milieu de la mer céruléenne que je n'ai pas lu, mais ça me fait penser à ça. Et ensuite un petit autocollant comme ceci, Albin Michel. Et je termine avec... Ah non, autant pour moi. Il y a d'autres choses. Je suis désolée, je vous casse les oreilles au passage. Je vais enlever la boîte tout de suite pour éviter les bruits parasites. Enfin, un crayon comme ceci, Cléo. Et je pense le cadeau le plus important de la box, c'est un thermos comme ceci. Alors c'est un thermos, une gourde. Je vérifie, mais ouais, plus une gourde parce que... tout en plastique. C'était donc la première box. Je poursuis avec, donc qui m'avait été envoyée par Albin Michel, et je poursuis donc avec une seconde box qui m'a été envoyée par Glénat à l'occasion de la sortie du 18e tome de Titeuf. Ce n'est pas une box à proprement parler, mais vous allez voir, ça se déplie comme ceci. Je sais pas si je vous mettrai pas des inserts pour que ce soit plus pratique, mais vous avez donc un certain nombre de produits dérivés là aussi, donc un marque-page. Je pense qu'il est... non, il est en papier. Un pins. Là, vous avez un porte-clés. Au dos, vous avez un jeu. Voilà. Et une présentation donc de ZEP avec une petite interview. C'est vraiment très très joli. C'est un très très belle... comment on pourrait appeler ça du coup? J'imagine que c'est une sorte de communiqué de presse ultra développé. Et attendez, je vous cherche la BD parce que c'est quand même le plus important. Voilà, donc le 18e tome, suivez la mèche, et toujours avec les célèbres illustrations de ZEP. Personnellement, j'ai grandi avec Titeuf, donc j'ai vraiment une affection toute particulière pour ce personnage. Je me rappelle encore de la quasi-totalité de mon école primaire où j'étais incroyablement attristée à l'idée de ne pas pouvoir avoir la collection parce que les BD avaient un coût, elles ont toujours un coût d'ailleurs. Mais à l'époque, ma mère ne pouvait pas nous prendre toutes les BD dont nous rêvions. Et je m'étais toujours dit qu'adulte, j'aurais... alors, je n'allais pas jusqu'à me projeter adulte, mais que quand j'aurai les moyens, j'aurai toute la collection de Titeuf. Alors, ce n'est pas le cas, mais j'y remédierai un jour parce que ce héros m'a accompagnée pendant toute mon enfance. Et j'ai donc eu ces réflexions comme j'avais pu les avoir sur les chroniques de Spiderwick. Voilà, c'était des ouvrages que je voulais absolument en ma possession, mais que je n'avais pas les moyens d'avoir. Si vous entendez du bruit, c'est Indy qui joue avec le papier. Donc très heureuse de pouvoir découvrir ce 18e tome grâce à Glénat, et vraiment
super box, c'était vraiment très très joli. Je continue avec les graphiques. Alors, je continue avec les graphiques en service presse. Ensuite, je vous montrerai les graphiques que je me suis moi-même procuré. J'ai reçu Amelia Woods, le manoir de Lady Anne de Carole Breteau et Morgane Lafille. C'est publié également chez les éditions Glénat. Et donc on est en Angleterre au 19e siècle. Il me semble que c'est un récit fantastique qui tend un petit peu vers les Hunting, donc Hunting of Hill House et Hunting of Bly Manor, puisque on suit une jeune fille qui est une scientifique qui est venue étudier plus en profondeur sa discipline dans ce manoir. Il me semble qu'elle est ornithologue et depuis la mort de sa mère, elle a choisi voilà, de s'excentrer de Londres pour aller observer les oiseaux et elle arrive dans un manoir un petit peu particulier et dans ce manoir, elle va faire des expériences un petit peu fantastiques. Il y a donc aussi toute une dimension secret de famille, j'imagine, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Je les trouve très réussies. C'est assez classique dans ce qu'on peut trouver aujourd'hui, mais je les trouve très belles. Voilà, donc je suis curieuse de découvrir ce premier tome. Et je continue toujours chez Glénat avec alors quelque chose de complètement différent. Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et Si. Donc j'ai demandé ce roman parce que l'illustratrice est la même que celle de Rajom Girl, qui était une BD que j'avais vraiment adorée, que je vous ai recommandée à plusieurs reprises, que ce soit sur Instagram ou sur la chaîne YouTube, qui parle donc des femmes qui travaillaient dans les usines à montres à l'époque où on utilisait du radium, et les malformations qui s'en sont suivies, les maladies qu'elles ont pu avoir et les décès souvent dans d'atroces souffrances auxquelles elles ont été confrontées. Voilà, pour toutes ces raisons, je voulais retourner un petit peu dans l'univers de Si, qui a vraiment, j'imagine, j'ignore si c'est Si ou Sai en prononciation, mais qui a vraiment voilà, un style graphique bien à elle, très particulier. Là, on est dans un registre fantastique, me semble-t-il. Je n'en sais pas beaucoup plus, donc je reviendrai vers vous, bien évidemment, dès que j'en aurai fait la lecture. Mais en tout cas, je trouve que cette illustratrice a une patte bien spécifique et c'est agréable de voir des artistes se marginaliser un petit peu et aller parfois même à contre-courant de ce qui est attendu dans les trames éditoriales. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Toujours de la part des éditions Glénat, je vais enlever le bandeau parce que ce sera désagréable. Hop, le héros du Louvre de Elie Chouraki et Laetitia Despédry. La Joconde a le sourire. Donc je pense que c'est une BD historique. Je vous montre les illustrations un petit peu tout de suite. Voilà, c'est en 3 tomes je crois, ou tout du moins c'est annoncé comme tel, il y a 2 tomes à paraître encore. Et on suit une famille sous l'occupation, il me semble, mais sans certitude. Encore une fois, je vous en dirai plus lorsque je l'aurai lu. Je vais maintenant... Ah non, je termine avec un dernier service presse. De la part des éditions Rajo, j'ai reçu La tourneuse de vent d'Ariane Ghezouli, qui reprend vraiment les codes graphiques de plusieurs romans qui sont parus ces dernières années, et je pense surtout, donc j'imagine que c'est peut-être dans cette veine-là, à la saga Blackwater, parce que pour moi on est sur des couvertures absolument similaires, sauf que là on est dans un récit vraiment jeunesse. Je ne sais pas de quoi ça parle, donc je me permets de vous lire le résumé. Si ça vous intéresse, vous aurez donc tous les détails. Maladroite et rêveuse, Solveig s'attire des reproches à la maison comme à l'auberge familiale du pays du Nord. Mais quand sa sœur est métamorphosée en animal par le mage du bout du monde, elle entame sa quête pour la délivrer du maléfice. Dans la forêt du centre du monde, elle découvre que son index se couvre d'or. Que se passe-t-il ? Apparaissent Méliès, apprenti magicien aussi ambitieux que mystérieux, Fantine, une aspirante détestable, la géante Barberine et l'étrange sorcier des Lumières. Solveig pourra-t-elle éveiller ses pouvoirs magiques? Percera-t-elle à jour le fantasque Méliès et le détestable sorcier des Lumières? Suivez-la pour le découvrir. Donc c'est vraiment un récit jeunesse, comme vous pouvez le voir, avec une plume assez... une police assez large et avec un interligne assez important. Ça a l'air sympa. Voilà, donc je suis impatiente de découvrir cette histoire. Je passe maintenant à mes achats qui sont des achats 100% d'occasion. Lorsque je me suis rendue récemment à Clermont-Ferrand, je suis allée dans une bouquinerie qui avait énormément de choix, à ma grande surprise, parce que de l'extérieur j'avais l'impression qu'il y avait simplement 3-4 bacs posés à l'avant, mais la boutique s'étendait elle était tout en longueur, cette boutique, donc c'était complètement inattendu, mais j'ai eu de très belles surprises. J'ai notamment trouvé les 2 premiers tomes de Sorceline,
que je pourrais de ce fait, parce qu'ils m'ont coûté 4 € pièce, je pourrais donc garder les miens dans ma bibliothèque et mettre ces 2 exemplaires là dans ma classe, parce que je trouve que c'est une très très bonne BD. Et si j'envisage de mettre le quart d'heure lecture par exemple avec certaines de mes classes à certains moments, peut-être une fois par semaine, parce que c'est compliqué au vu de comment sont faits les emplois du temps, ça ce sera top pour un quart d'heure lecture. Et c'est une BD que je trouve très bien écrite, qui aborde énormément de thématiques avec justesse, qui parlera bien je pense aux jeunes adolescents, donc ça me va très bien. La surprise totale, je ne savais pas que cet ouvrage existait. Alors là on sort de... Je ne l'ai pas pris dans la même bouquinerie, mais dans un... comment dire, une espèce de librairie qui vend les surstocks, j'imagine, des autres librairies. Et je ne savais pas donc que cet ouvrage existait. Donc c'est L'île aux chiens, un texte et dessin de Minetaro Mochizuki, et c'est d'après le film de Wes Anderson, qui est un réalisateur que j'aime énormément. Donc quand j'ai vu ça, j'ai foncé. Surtout que la maison d'édition qui propose ce titre, c'est la maison d'édition du Lézard Noir. C'est également celle qui a publié pour la première fois en France Je suis Shinko, je crois que ça s'appelait, un texte de Kazuo Umezu, donc l'auteur de L'école emportée, que j'avais énormément aimé et qui traitait donc de l'arrivée de la technologie très très moderne dans la vie des Japonais. C'était très intéressant. Et L'île aux chiens, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est un film d'animation de Wes Anderson, donc qui peut être assez surprenant d'un point de vue graphique, je l'entends, parce que les codes n'ont rien à voir avec des Pixar ou des Disney, mais c'est vraiment un très 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 bel objet cinématographique, et qui va être dans la même veine, si vous l'avez vu, que Fantastic Mr. Fox. C'est un petit peu le même type alors pas le même type de travail en termes de proposition de ce qu'on voit à l'écran, mais ça va être le même type de surprise graphique en tout cas, je pense, si vous ne l'avez jamais vu. Bref, ah mais vous avez justement ici l'affiche du film, voilà. Donc très contente d'avoir trouvé ce texte que je vais m'empresser de lire, puisqu'il est tout de même assez bref. Je vais juste essayer de vous montrer des images pour que vous fassiez une idée, voilà. Mais j'aime énormément ce film d'animation, donc je suis très contente d'avoir trouvé ce texte-là. Ensuite, tout ce que j'ai pris, je vérifie très rapidement, mais il me semble bien que tout ce que j'ai pris... Alors non, pardon, ça je ne l'ai pas pris au même endroit, et je crois que... Non, ça oui. Très rapidement, je vous présente un ouvrage qui je pense ne va pas beaucoup vous intéresser, mais... c'est un ouvrage publié chez les éditions Sérène, donc c'est l'Académie d'Amiens qui propose ça, et c'est un ouvrage pour les professeurs principaux. C'est la première année où je vais être professeur principal, j'avais besoin d'ouvrages auxquels me référer, parce que systématiquement quand j'ai besoin d'une information, je vais la chercher dans un livre. Je vais voir ce que ça donne, j'ai commencé à feuilleter, j'ai quand même l'impression qu'on enfonce beaucoup de portes ouvertes, ce qui me dérange un petit peu, mais j'en ferai quand même la lecture bien évidemment. Ensuite, dans une friperie qui avait un tout petit rayon livre, j'ai trouvé Gargantua de Rabelais dans cette édition qui est donc la nouvelle édition Folio. Je n'ai aucune idée d'à quoi va ressembler le texte, si on reste en ancien français ou si on est dans quelque chose de modernisé et de traduit, mais j'étais très contente de le trouver dans cette édition là. Et l'autre livre que j'ai trouvé et que là aussi je vais mettre à disposition des élèves dans ma classe, c'est Le Petit Prince au format poche. J'aurais nettement moins peur de fournir celui-ci que celui que j'ai, qui est une édition qui date d'il y a maintenant un paquet d'années, qui m'avait été offerte par un ami pour mes 20 ans je crois, ou 25 ans, et à laquelle je tiens beaucoup, parce que justement c'est une ancienne édition qui est sublime. Bref, je voulais pas mettre ça dans ma classe, j'avais beaucoup trop peur qu'il disparaisse ou qu'il soit abîmé. Donc le format poche sera parfait pour rendre ce texte accessible à tous. Ensuite, là, je vais vous montrer seulement des ouvrages que j'ai trouvés donc dans cette fameuse bouquinerie, tout en longueur et très surprenante, à Clermont-Ferrand. Le premier, c'est Des souris et des hommes de Steinbeck, qui est donc le second Steinbeck qui rejoint ma palle avec Les raisins de la colère. Il est beaucoup plus bref, je pense que je commencerai peut-être par celui-ci, parce que je reconnais que je suis très impressionnée par Les raisins de la colère, malgré le fait que j'entende exclusivement des retours positifs. Je suis toujours un petit peu
difficile à motiver pour rentrer dans un texte très conséquent, gros classique de la littérature américaine qui plus est. Je pense que Des souris et des hommes est une alternative acceptable. On verra bien de quelle façon je vais procéder. J'ai trouvé quelques titres d'Annie Ernaux. J'en ai trouvé 3 pour tout vous dire. 3 que je n'avais pas. C'est extrêmement rare que je trouve les ouvrages d'Annie Ernaux d'occasion. Et d'occasion à des prix comment dire, intéressant, parce que quand je les vois chez Gibert, parfois je me dis bon, pour gagner 60 centimes, je ne suis pas intéressée. Mais là j'ai trouvé donc Journal du dehors à 2,80 €, Regarde les lumières mon amour à 3 € et par contre un petit peu plus cher à 4,60 €, Se perdre. Donc dans Journal du dehors, c'est Annie Ernaux qui transcrit des scènes, des paroles saisies dans le RER, les hypermarchés, le centre commercial de la ville nouvelle où elle vit, pardon. Je pense que ce sont des bribes donc qui vont être rédigées peut-être à la façon de certains passages dans Hôtel Casanova, qui est son ouvrage paru dans la collection Folio 2 €, qui était un ouvrage très intéressant, alors avec des passages qui l'étaient pour moi nettement moins que d'autres, mais avec des moments brillants, des analyses brillantes, et de toute façon j'imagine qu'on retrouvera toutes les thématiques chères à Annie Ernaux, donc je pense qu'il va y avoir énormément d'analyses sociologiques des profils des personnes qu'elle pourra croiser, donc je suis curieuse de le lire. Regarde les lumières mon amour. J'imagine que c'est donc une autre des grandes thématiques d'Annie Ernaux, la question de l'amour et du sentiment amoureux. Souvent j'ai été accablée par un sentiment d'impuissance et d'injustice en sortant de l'hypermarché. Pour autant je n'ai jamais cessé de ressentir l'attractivité de ce lieu et de la vie collective subtile, spécifique qui s'y déroule. Alors non, en fait du coup pas du tout. Je suis super intéressée par celui-ci par contre, parce que le seul passage que j'ai lu véritablement d'une scène de supermarché, c'était un extrait d'un ouvrage de Houellebecq, et je ne sais plus dans quel, je crois que c'était dans Les particules élémentaires, et j'avais trouvé ça, je trouve que Houellebecq écrit extrêmement bien selon les scènes, mais que parfois c'est volontairement subversif et que ça ne sert pas à grand chose, mais en tout cas cette description de supermarché et de la société consumériste, je l'avais trouvée brillante. Je suis impatiente de savoir ce que Annie Ernaux peut faire de cette thématique. Et enfin, Se perdre. Je n'ai jamais rien su de cette activité qui officiellement était d'ordre culturel. Je m'étonne aujourd'hui de ne pas lui avoir posé plus de questions. Je ne saurai jamais non plus ce que j'ai été pour lui. Son désir de moi est la chose dont je sois assurée. C'était dans tous les sens du terme l'amant de l'ombre. J'ai conscience de publier ce journal en raison d'une sorte de prescription intérieure, sans souci de ce que lui, S, éprouvera. À bon droit, il pourrait estimer qu'il s'agit d'un abus de pouvoir littéraire, voire d'une trahison. Je conçois qu'il se défende par le rire ou le mépris. Je ne la voyais que pour tirer mon coup. Je préférerais qu'il accepte, même s'il ne le comprend pas, d'avoir été durant des mois à son insu ce principe merveilleux et terrifiant de désir, de mort et d'écriture. Et je continue avec donc les 3 derniers livres que je me suis procurés, donc de Beaumarchais, Le mariage de Figaro et La mère coupable. Si j'ai pris cet ouvrage, c'est parce que je n'ai jamais trouvé La mère coupable. Je ne sais pas pourquoi, il n'est pas édité. Autant Le mariage de Figaro, je n'ai aucun problème à le trouver, et je n'ai aucun autre problème à trouver Le barbier de Séville non plus. Et comme j'aime énormément Beaumarchais, que je trouve que c'est vraiment un dramaturge sous-coté pour diverses raisons. Alors je sais qu'il aborde des thématiques qui ont déjà été abordées le siècle d'avant, qu'il met en scène des personnages qui ont les mêmes caractéristiques que les personnages que pouvait mettre en scène Molière, qu'il y a donc des choses qui effectivement se répondent et qui sont, comment dire, moins contestataires, ou tout du moins moins modernes qu'à l'époque où Molière les a amenés, ou La Fontaine. Mais j'aime beaucoup Beaumarchais, je rigole énormément quand je regarde les pièces de théâtre de Beaumarchais. Voilà, c'est vraiment une dramaturge qui me plaît beaucoup, donc j'étais très contente de trouver La mère coupable, que je n'ai toujours pas lu. Ensuite, et ce sera le dernier classique, ensuite ce sera un roman un petit peu, ce sera du classique mais dans un autre registre. J'ai trouvé le tome 1 des Essais de Montaigne, que j'ai pris parce qu'il était dans cette édition, donc Folio, la dernière édition parue, et que j'aime beaucoup ces éditions. Je les trouve très bien, que ce soit au niveau de la mise en page qui est extrêmement claire, mais aussi du papier qui n'est pas d'un blanc brillant qui peut déranger à la lecture, comme c'est le cas dans certaines collections, par exemple chez Gallimard. Là, je trouve que c'est très très bien, beaucoup plus agréable à lire. Les essais, je l'ai lu en partie, je n'ai jamais fait de lecture intégrale de cette œuvre qui est très dense, qui est philosophique et littéraire, qui
engage tout un tas de connaissances que je ne suis pas persuadée d'avoir, donc c'est un petit peu aussi une œuvre que j'attends de découvrir dans son intégralité lorsque j'aurai peut-être, comment dire, un bagage culturel, philosophique et littéraire plus étoffé que ce qu'il l'est aujourd'hui. Malgré mes études de philosophie et mes études de lettres, je ne me juge pas encore apte à lire ce texte. Alors je sais bien que ce sont des choses qu'on projette, qu'on a tendance à cristalliser des idées sur des textes. Ça me le fait notamment avec Les Misérables, hein, que je me sens absolument incapable de lire. Il y a des ouvrages comme ça où je me dis je ne pense pas avoir les capacités de cerner véritablement ce que je vais découvrir. Je le ferai quand même parce que vraiment les extraits que j'ai lus de Montaigne étaient très intéressants. Et je termine ce book haul avec un dernier ouvrage qui m'a coûté donc 4 €. C'est Jessie de Stephen King. J'ai adoré le film qui date maintenant, je sais pas, peut-être de la fin des années 90, début des années 2000. Jessie, c'est l'histoire d'une femme d'un couple plutôt, qui vont partir dans un espèce de chalet. Je ne sais plus si c'est le leur ou si c'est quelque chose qu'ils ont pris en location, mais pour un petit peu faire repartir la flamme dans leur couple. Et malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque l'homme va faire une crise cardiaque en laissant Jessie attachée à leur lit puisqu'il lui avait demandé quelques minutes avant de l'attacher avec des menottes. Et nous on va suivre l'histoire de cette femme qui se retrouve donc attachée à son lit et qui ne peut pas bouger, donc on va suivre les journées entières qu'elle passe attachée à ce lit et tout ce qui va advenir de son état physique comme de son état mental. C'est un très bon film et j'imagine que le livre est tout aussi bien. Si je l'ai pris, ce n'est pas que je compte le lire immédiatement, c'est qu'il est dans ces nouvelles éditions, le livre de poche, et que dès que je trouve un livre d'occasion de Stephen King dans cette édition, dans ces nouvelles éditions, je saute sur l'occasion parce que je pense que je me l'ai procuré de cette façon. J'aime beaucoup le côté mat des couvertures, je les trouve très élégantes, bien plus que celles du livre de poche, celles qui sont blanches avec soit des couvertures de films, soit des photos. Je suis beaucoup moins friande de ce type d'édition. Donc je me dis tant qu'à faire, ce sont des ouvrages que je lis, que je relis et que j'affectionne. Donc autant les avoir dans des éditions qui me plaisent, surtout lorsque je peux les trouver à des prix raisonnables comme c'est le cas ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le cadrage peut paraître assez surprenant, mais je découvre encore mon appartement en matière de spot pour filmer. Donc n'hésitez pas à me dire si c'était déroutant le fait que je sois plus sur le côté du cadre, etc. N'hésitez pas également à me dire si l'écho n'est pas trop accentué, puisque j'ai remarqué que lorsque je filme dans certaines pièces, l'appartement ne doit pas être encore suffisamment aménagé, il y a de l'écho. Donc vraiment faites-moi un retour là-dessus si ça vous dérange et si vous entendez quelque chose, si vous entendez moins clairement que d'habitude. Je vous remercie d'être resté jusque là, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a qui vous tentent. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.